France a depuis hier, en fin de matinée du 13 décembre 2024, hier vendredi, la France a eu le 4e Premier ministre d'Emmanuel Macron, président de la République française, en l'année 2024. En une seule année, 4 premiers ministres viennent de se succéder à la tête de la France. Le poste le plus éphémère qu'on puisse occuper en politique française, c'est Matignon. C'est l'hôtel Matignon. On a eu Madame Elisabeth Borne. On a eu Monsieur Attal. On a eu Monsieur Barnier. Et maintenant, on a Monsieur Bayrou. C'est ce que j'appelle l'année barbare. L'année bobard. L'année boabar de Monsieur Macron. Borne, Attal, Borne, Beau, Attal, A, Barnier, Bar et Bayrou, Baye. Donc c'est son année Bobaraï, Boabaraï. En fait, c'est une année extrêmement barbare et même barbaresque pour la politique française. Elle se caractérise par une instabilité chronique du gouvernement. Le gouvernement français est devenu volatile. Quand tu fermes les yeux, il n'est plus là. Tu ouvres les yeux, le voilà. Tu refermes les yeux, il a disparu. Le gouvernement français est devenu une réalité clignotante. Elle est clignotante, évanescente. Elle flotte dans cette réalité gouvernementale française flotte dans l'espace comme les fantômes de Cervantes dans Don Quichotte. C'est un gouvernement don quichotesque. Un gouvernement alternant et alternatif. Un peu comme le courant. Un coup, c'est une vibration. Un autre coup, c'est un corpuscule. Oh! Où est le gouvernement français? Quand tu le pointes, il n'est déjà plus là. À la perception phénoménologique du gouvernement français, il faut appliquer le théorème de Heisenberg. Le théorème de l'incertitude. Le fameux delta de Heisenberg qui dit que la position de la particule observée dépend de la position de l'observateur et varie en fonction de cette position. C'est-à-dire que l'observateur ne voit jamais la particule à l'endroit E où la particule doit se trouver, puisque la particule se comporte en fonction du regard de l'observateur. Oui, 2024 est l'année du gouvernement introuvable en France. Un coup, tu ouvres les yeux, c'est Madame Borne. Tu fermes les yeux, quand tu les rouvres, c'est Monsieur Attal. Un coup, tu fermes les yeux, quand tu les ouvres, c'est Monsieur Bayrou. Et c'est Monsieur Barnier. Et dès que tu fermes les yeux, que tu les rouvres, ah, le voilà François Bayrou. Première caractéristique de l'année 2024, la France sans gouvernement. Mais il y a un deuxième fait là, qui explique cette année de la France. C'est que le président Emmanuel Macron, qui avait constaté cette instabilité chronique de son régime, obligeant Madame Elisabeth Borne, sa première ministre, du début d'année 2024, a utilisé, depuis qu'elle était première ministre, 23 fois l'article 49.3, qui consiste à faire passer des lois en passant outre le Parlement. Parce qu'on n'a pas de majorité au Parlement. Emmanuel Macron a voulu crever l'abcès de cette instabilité gouvernementale, de cette incertitude, de cette évanescence, que disent, de cette fantomalité gouvernementale française, par la décision de dissoudre le Parlement. Oh! Y avait-il meilleure façon de se tirer une balle au pied? Et comment? Il se l'est bien tiré dans l'os du tibia. La dissolution a fait que le régime Macron s'est retrouvé dans une situation parlementaire pire que celle qu'il avait avant. D'une majorité relative qu'il détenait, avec son bloc ensemble, le régime Macron s'est retrouvé en minorité. Le nouveau Front populaire, rassemblant l'essentiel des forces de gauche, est sorti des élections de juillet au deuxième tour, principale force politique du Parlement français. Si Emmanuel Macron était amoureux de la démocratie, respectueux de la tradition démocratique française, il aurait, comme tous ses prédécesseurs en pareille situation, par exemple, c'était le cas de François Mitterrand,
C'était le cas de Jacques Chirac. C'était le cas de François Mitterrand avec les gouvernements Chirac et Balladur à la fin des années 80, au début des années 90. Mais ça a été le cas de Jacques Chirac, qui a dû, eh bien, cohabiter avec Jospin, Premier ministre socialiste. Eh bien, si M. Macron avait ne serait-ce que le respect de la tradition démocratique française, il aurait alors permis au nouveau Front populaire de proposer un Premier ministre qui devait alors chercher à former un gouvernement et à compléter la majorité relative du nouveau Front populaire par des alliances lui permettant d'avoir une majorité suffisante, plus de 300, eh bien 33 députés, eh bien au Parlement, une majorité suffisante de plus de 300 députés au Parlement français. Bon. Emmanuel Macron, pour la première fois dans la Ve République, est le premier président de la République à ne pas nommer, à ne pas accepter que la force politique qui est arrivée en premier aux élections législatives désigne le Premier ministre. Il est le premier à refuser de respecter le principe de la majorité démocratique, même relative. Il faut rappeler que le précédent Premier ministre est sorti de la majorité relative détenue par le groupe Ensemble d'Emmanuel Macron. Madame Borne, Monsieur Attal étaient issus du groupe Ensemble, une majorité non pas absolue mais relative détenue par Macron. Personne n'a reproché à M. Macron d'avoir choisi une Premier ministre de sa majorité relative, Madame Borne. Tout comme avant d'ailleurs, il avait choisi M. Édouard Philippe. Personne ne lui a reproché de choisir un Premier ministre de sa majorité relative, il l'avait encore, M. Attal. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Emmanuel Macron consulte le peuple français. Le peuple français lui dit, nous préférons que le Premier ministre soit issu de la coalition de la gauche, de l'alliance de la gauche qui s'appelle le Nouveau Front populaire. Et Macron dit au peuple français, je ne ferai pas votre volonté. Ma volonté passera avant celle du souverain. Désormais, en fait, en France, il y a un conflit de souveraineté. La théorie constitutionnelle dit que c'est le peuple français qui est le souverain. Mais la décision prise par Macron de ne pas nommer le Premier ministre issu de la coalition qui avait la majorité relative aux élections du 9 juillet affirme une souveraineté du président de la République qui est opposée à la souveraineté du peuple. Par conséquent, en fait, la France est un pays qui vit depuis lors en situation de coup d'État. Les opposants français ne se sont pas privés de le dire. C'est un coup d'État perpétré par le président Emmanuel Macron contre le système démocratique français. Puisqu'il remet en cause le principe qui est la pierre angulaire des institutions françaises, le principe de la souveraineté du peuple. Macron se comporte comme si, lui, il avait une souveraineté, on va dire une souveraineté presque de droit divin, en tout cas surnaturel, et qu'il pouvait faire prépondérance à cette souveraineté sur celle qui émane du peuple. Alors que le texte constitutionnel dit que le seul souverain en France, c'est le peuple. Le président de la République est élu, certes, au suffrage universel direct. Il jouit d'une légitimité démocratique. Mais cette légitimité est conditionnée par le respect scrupuleux de la Constitution, dans sa lettre, dans son esprit. Emmanuel Macron a violé la Constitution en ne reconnaissant pas la défaite de sa coalition Ensemble et la victoire de la coalition de la gauche. C'est un viol de la Constitution. Donc, c'est un coup d'État. Nous sommes depuis le refus de reconnaître sa défaite aux élections législatives dans une succession de coups d'État. Nous sommes dans ce que François Mitterrand a écrit, a appelé dans son livre des années 60, le coup d'État permanent. Bon. Cette logique de coup d'État permanent a braqué plus de 60% du peuple français contre le régime Macron. Et tous les sondages, même ceux qui viennent des officines médiatiques proches du régime Macron, disent que la majorité des Français veut que M. Macron démissionne, qu'il quitte ses fonctions de président de la République, parce qu'il n'en est plus digne, parce qu'il a trahi le souverain, le peuple français. Voilà ce que disent les sondages ici en France. Il n'y en a pas un seul en sa faveur. Même quand ils viennent des journaux qui sont financés et possédés par ses amis. Les sondages disent, les Français demandent à M. Macron de partir.
Ce rejet de M. Macron par la majorité des Français a rejailli sur le rejet de ses gouvernements. Voilà comment M. Barnier, nommé abusivement Premier ministre par M. Macron, alors qu'il est issu du parti Les Républicains, qui est sorti 4e dans l'ordre aux élections législatives, voilà comment M. Barnier s'est retrouvé Premier ministre sans majorité parlementaire. Et quand il a voulu faire passer la loi des finances, portant donc budget de la France, il s'est retrouvé sans le nombre de députés nécessaires pour que cette loi soit votée. Conséquence, il a recouru à l'obsession d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron, le fameux 49.3. Cet article de la Constitution qui permet au président de la République, au Premier ministre, de faire passer des lois sans avoir l'approbation du peuple, le souverain. Une fois que M. Barnier a utilisé le 49.3, eh bien, les forces majoritaires à l'intérieur du Parlement se sont levées comme un seul homme. Et elles ont voté la censure. Et cela notamment le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron, qui avait bénéficié de ce qu'on appelait la tradition du Front républicain, c'est-à-dire tout sauf l'extrême droite, tout sauf Marine Le Pen, tout sauf le Front national, tout sauf le Rassemblement national, Macron a bénéficié du soutien du Rassemblement national pour imposer d'abord Barnier. Marine Le Pen n'a pas fait obstacle. Parce que déjà, dès que Macron a proposé Barnier, la gauche, notamment donc la France insoumise et plus largement le nouveau Front populaire, votaient déjà la censure. Mais Marine Le Pen a sauvé plusieurs fois le gouvernement Barnier-Macron en espérant avoir une contrepartie, c'est-à-dire que ce gouvernement lui garantisse qu'elle pourra se préparer calmement à la future élection présidentielle, prévue en 2027. Malheureusement, entre-temps, pour Marine Le Pen, ce gouvernement qui a prévu en réalité de confisquer le pouvoir en France par tous les moyens possibles, Marine Le Pen a eu le sentiment que ce gouvernement se trouve derrière ses ennuis judiciaires. Les affaires judiciaires de Mme Le Pen se sont mises à mousser au point qu'on en soit à la menacer de la déchoir bientôt et de son immunité parlementaire et de sa liberté et même de son éligibilité aux futures élections présidentielles. Madame Le Pen, se voyant menacée dans sa carrière politique personnelle par des juges qu'elle estime instrumentalisés par le régime Macron pour l'écarter des joutes de 2027, Madame Le Pen a mobilisé ses députés et profitant de la faille budgétaire, des incongruités budgétaires proposées par M. Barnier en faveur des plus riches et en défaveur des plus pauvres, Madame Le Pen, cette fois-ci, a soutenu la motion de censure du nouveau Front populaire, donc de la gauche. Ce qui a donné un fait presque inédit au Parlement français, la droite extrême et la gauche radicale unies pour faire tomber un gouvernement. On a donc tout vu en 2024. On a vu tout et le contraire de tout en France en 2024. Tous les schémas ont été possibles. Maintenant que M. Barnier est tombé, Emmanuel Macron nous sort comme un lapin d'un chapeau de prestidigitateur, un homme que tout le monde avait oublié. Lui-même s'était oublié. Il l'avait nommé à la tête d'une institution dont les Français mesurent très mal l'utilité, le commissariat au plan. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas, Bayrou. Mais de toute façon, personne ne s'intéressait à lui. On sait que, ayant aidé le président Macron à arriver au pouvoir en 2017, il est un de ses obligés et qu'il allait lui trouver un poste quelque part. On sort Bayrou pour le nommer Premier ministre. Mais Bayrou est le président du MoDem. Ce professeur de lettres, président du MoDem, possède à l'Assemblée nationale française 36 députés. 36. 36. Donc, ce n'est pas une force. Et il appartient à la coalition Ensemble d'Emmanuel Macron. J'ai donc lu la presse sur les circonstances dans lesquelles M. Bayrou arrive à la primature. Mais pendant plus de 2 heures de temps, il y a eu une entrevue houleuse entre lui et le président Macron au palais de l'Élysée.
Et selon ce que les journalistes présents autour de cette scène nous rapportent, M. Bayrou n'a ni plus ni moins que menacé Emmanuel Macron de faire démissionner de la coalition centriste appelée Ensemble, qui regroupe le parti de Macron, la Renaissance, qui regroupe le parti d'Édouard Philippe, Horizon, qui regroupe le parti de Bayrou, Modem, et d'autres micro-partis centristes. Cette coalition-là, qui fait environ 168 députés, Bayrou a menacé d'en retirer ses 36, de telle façon que le monde entier sache très bien qu'Emmanuel Macron est vraiment, mais très gravement, encore plus minoritaire qu'il ne l'était sous le gouvernement Barnier. Ces menaces ont eu l'effet de doucher les tentatives d'Emmanuel Macron de recourir à la nomination de Roland Lescure, qui pourtant avait presque été déjà annoncé Premier ministre. Bayrou tord donc la main de Macron, qui, bien sûr, vous le voyez très bien, ne comprend que les rapports de force, et se fait nommer Premier ministre. Mais ce n'est pas tout. À peine Bayrou est-il nommé Premier ministre que les mauvaises nouvelles commencent. La note, de la France dans le marché financier international est abaissée, ipso facto, par le site de référence occidental Moody's. C'est-à-dire que les institutions financières internationales sont convaincues que l'année 2025 est l'année du grand plongeon financier de la France. Que la France est au bord du gouffre et qu'en 2025, elle va faire un grand pas financier en avant. Elle est au bord du gouffre. En 2025, elle compte faire un grand pas en avant. Mais ce n'est pas tout. M. Bayrou a besoin de former un gouvernement. Et il a lui-même besoin d'échapper à la censure qui a frappé son prédécesseur. Car ce qui a tué Macloclo est exactement ce qui va tuer Maclacla. Alors, il entreprend une opération impossible. D'une part, il veut flatter la droite, représenté notamment au gouvernement par Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui ne rêve que de chasser tous les étrangers qu'il ne désire pas de France. Et puis, il veut sauver l'aile gauche avec un certain nombre de carriéristes du Parti socialiste français, mes anciens camarades, qui sont à la recherche de n'importe quel poste pour exister et pour ainsi dire compléter leur fin de mois de plus en plus maigre depuis que le Parti socialiste n'est plus un parti de gouvernement. Donc Bayrou veut ménager la chèvre et le chou. Mais dans cette affaire, il court le risque de rassembler à nouveau contre lui ceux qui ont frappé Barnier, à savoir le Rassemblement national et finalement l'ensemble des forces de gauche, c'est-à-dire le nouveau Front populaire. D'autant plus que quand les socialistes sont venus avec leur sébile à l'Élysée essayer d'avoir quelques postes de M. Macron, ils lui ont dit, donnez-nous au moins d'abord pour commencer le poste de Premier ministre. Comme nous sommes une force dite de gauche, au moins grâce à cela, nous pourrons accepter de faire un gouvernement bric-à-brac avec tout le monde, mais au moins on pourra faire valoir devant le peuple de gauche que nous avons eu la primature. À partir du moment où on ne leur donne pas la primature, on la donne à un homme de droite ou plutôt de centre droit ou de centre gauche, comme on l'appelle souvent Bayrou. Le Parti socialiste, en réalité, s'est fait humilier. En s'écartant de la ligne orthodoxe du nouveau Front populaire, de refus de participation aux gouvernements illégitimes de M. Macron, le Parti socialiste se fait humilier puisqu'il n'obtient pas le poste de Premier ministre. Donc le Parti socialiste est aussi très remonté actuellement contre Bayrou. Ce qui veut dire que le bloc du NFP est en train de se reconstituer. Ils sont en train de se reconstituer très fortement. Dans ces conditions, la droite dit que si les socialistes ont une place de choix dans le gouvernement, elle va voter la censure. L'extrême droite dit que si les socialistes ont une place de choix dans le gouvernement, elle va voter la censure. La gauche radicale dit que de toutes les façons, Bayrou n'est pas issu du nouveau Front populaire, qui est la coalition victorieuse, quoique avec une majorité relative aux élections de juillet 2024, si ce n'est pas le Premier ministre proposé par le nouveau Front populaire qui dirige le gouvernement, NFP, et en tout cas la France insoumise, votera la censure. C'est sur ces entrefaites qu'arrive, la catastrophe naturelle de Mayotte, dans l'île comorienne de Mayotte.
car il faut bien l'appeler par son nom, l'île comorienne de Mayotte. Parce que Mayotte, ce sont les îles Comores. Il ne faut pas qu'on se mente ici. Donc, Bayrou arrive à un moment où la note financière internationale de la France est abaissée, à un moment où Mayotte, l'île comorienne, département d'outre-mer français, eh bien, est frappé de plein fouet. Il arrive au moment où il n'a pas de gouvernement, car il ne parvient pas à concilier la droite et la gauche. Il arrive au moment où, eh bien, le Rassemblement national, la France insoumise, et même de plus en plus le nouveau Front populaire, sont en train d'aiguiser leur lime pour voter une censure encore plus censurante que celle qui frappa Barnier. Voilà pourquoi j'ai dit que François Bayrou était un Premier ministre hautement provisoire. Et même qu'on pourrait le comparer à un mort-né. C'est-à-dire qu'avant même qu'il ne soit Premier ministre, il ne l'était déjà plus. Il souffre du mal structurel de la gouvernementalité française en cette année 2024, l'inconsistance. L'inconsistance, l'évanescence, l'absence d'ancrage dans le peuple, l'absence de lien avec le peuple français. Je peux donc, sans risque de me tromper, maintenir mes prévisions. Monsieur Bayrou va tomber. Son gouvernement sera encore plus éphémère à l'allure où vont les choses que le gouvernement Barnier. Et le sujet principal de l'année 2025, le sujet principal du début d'année 2025, ce sera la démission ou destitution du président Emmanuel Macron. Je vous demande d'écrire ça. Écrivez. Écrivez. En Bassa Bantou, on dit Tilana. On entre progressivement en 2025 sans gouvernement français. On entre progressivement en 2025 sans budget français. On entre progressivement en 2025 avec le service international de la dette française qui explose. On entre progressivement en 2025 avec la France qui a perdu plusieurs de ses zones d'approvisionnement pratiquement gratuits en matière première stratégique, notamment en Afrique, dite francophone. On entre en 2025 avec la France à laquelle les 15 pays de la zone CFA vont tendre la main pour demander le remboursement de leur réserve de devises à la Banque de France. Et j'apprends d'ailleurs que le gouverneur de la Banque de France a été d'urgence reçu ces dernières heures par le nouveau Premier ministre, eh bien le très éphémère François Bayrou. L'année 2025 est incontestablement une année de crise économique, financière, monétaire, de crise structurelle puissante. Les forces vives françaises seront contraintes de demander au président Emmanuel Macron d'aller se reposer. Il n'y a pas d'issue à la crise politique que la France traverse actuellement sans un renouvellement institutionnel complet. Et peut-être qu'à cette époque, ils se souviendront que je leur ai proposé, maintenant il y a 20 ans, de remplacer la République française actuelle par la Fédération française, afin de mieux intégrer eh bien, la réalité multiculturelle, multiethnique, la réalité multicontinentale de la France, issue de son histoire négrière, coloniale, néocoloniale et impériale. Peut-être qu'ils vont enfin s'intéresser aux conférences dans lesquelles, avec la générosité et l'exigence d'un citoyen attaché à la vérité et à la justice, je leur avais dit que la République ne tiendrait plus, que cette 5e République, qui est une monarchie présidentielle déguisée, n'était pas adaptée aux impératifs que devrait affronter, au XXIe siècle, le pays de Molière, de Vaugelas et de Voltaire. Écoutez, évoquant la situation de M. Bayrou, le Premier ministre provisoire du gouvernement français, j'ai dit que sa situation me rappelait le syndrome de Mademoiselle Maniaka. Malheureusement, j'ai oublié de vous en parler. Je voudrais revenir brièvement sur ce point avant de conclure la conférence, en vous parlant des événements de la semaine prochaine. Bon, écoutez, dans les années 80, il y avait un personnage qui m'a beaucoup fasciné dans le théâtre camerounais. Théâtre radio, théâtre tel qu'il était répercuté dans les journaux que nous pouvions lire, que ce soit Cameroun Tribune ou dans la presse privée. Chaque fois qu'on allait, j'allais à la page art, culture, spectacle, je voyais parfois les pièces de théâtre qui étaient jouées, et le compte rendu qui était fait de ces pièces de théâtre. Et donc, l'une des pièces de théâtre qui revenait souvent,
c'est celle où on jouait un personnage qui m'a vraiment touché et qui s'appelait Mademoiselle Maniaka. C'est l'histoire. Alors, d'abord, Maniaka, c'est un mot de la langue Douala, qui est une langue Congo, une langue bantoue. Et Maniaka veut dire les merveilles, les choses formidables, les choses extraordinaires. Maniaka veut dire vraiment tout ce qui sort de l'entendement, les miracles. Des choses vraiment tellement bizarroïdes qu'elles finissent par frapper l'attention du plus distrait. On appelle ça Maniaka. Maniaka Momene. Voici donc les choses incroyables. Alors, il y avait donc l'histoire d'une certaine Mademoiselle Maniaka qui était enceinte. Mais sa grossesse-là comportait un problème. C'est que si elle accouche, selon les médecins, elle va mourir. Si on l'opère, elle va mourir. Si on la laisse, elle va mourir. Je reprends le problème de Mademoiselle Maniaka. Elle était enceinte. Et maintenant, les médecins ont découvert, après plusieurs examens, que si elle accouche, elle meurt. Si on l'opère, elle meurt. Si on la laisse, elle meurt. Et dans tous les cas, elle meurt, elle et le bébé. Donc, la question que les médecins se posaient dans cette pièce de théâtre, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Comment résoudre le problème de Mademoiselle Maniaka? On l'accouche, on la fait accoucher par la voie naturelle, elle meurt. Le bébé même sort mort. On la laisse, elle meurt avec le bébé. On opère par césarienne son ventre pour tirer le bébé. Elle meurt et le bébé aussi meurt. Donc, les médecins étaient confrontés à ce problème. Que faire? C'est une figure qui revenait dans le théâtre camerounais. Et c'est en grandissant que j'ai compris que, en fait, les dramaturges camerounais qui ont utilisé cette figure voulaient nous parler de la situation de notre propre pays, le Cameroun. Que le Cameroun, là, en fait, c'était Mademoiselle Maniaka. Puisque le pays avait connu une guerre d'indépendance hautement coûteuse en vie humaine. On avait perdu 1 million d'êtres humains entre 1955 et 1971 au Cameroun. Et par conséquent, la lutte pour l'indépendance avait abouti à une impasse. On était bloqué. Le pays avait voulu se confier, pour ainsi dire, à la bonne volonté de la France et de la Grande-Bretagne. Là aussi, on était bloqué parce que ces deux puissances n'ont jamais voulu qu'un autre pays que le leur soit développé. On était bloqué aussi dans cette voie-là. Troisième voie qu'on cherchait, c'était des modérés camerounais qui gouverneraient le Cameroun en trouvant un équilibre entre les exigences des puissances néocolonialistes impérialistes et puis les espérances du peuple. Hein, c'est la voie intermédiaire que tenteraient des gens comme Paul Biya, par exemple. Là aussi, ça a échoué. Alors, comme on était à une époque de grande répression, les dramaturges camerounais ont trouvé, à travers la figure de Mademoiselle Maniaka, une manière de montrer que le pays était bloqué. Or, cette situation de Mademoiselle Maniaka, on la laisse, elle meurt. On l'opère, elle meurt. Elle accouche, elle meurt. C'est la situation de François Bayrou, l'actuel Premier ministre, et bien provisoire de la République française. Si on le laisse être Premier ministre, il ne pourra rien faire. Il va échouer. Si on l'empêche d'être Premier ministre, ben, il ne l'aura presque pas été. Hein? Si on essaie de le forcer à être Premier ministre, là aussi, il va encore échouer. En fait, Bayrou, il est dans la situation Mademoiselle Maniaka. On le laisse, il tombe. On le soutient, on le force, il tombe. Mais si par conséquent, on se contente de compter sur son génie personnel, il va aussi tomber. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit qu'il souffre du syndrome de Mademoiselle Maniaka. Car il n'a pas de majorité parlementaire, il ne peut pas gouverner. D'accord? Donc on le laisse, il va tomber. S'il veut forcer pour gouverner, il va tomber, il sera censuré. Et si par conséquent, si on ne fait rien, on le laisse simplement être Premier ministre, ça ne suffira pas. Il va quand même tomber encore, pour n'avoir rien fait. Donc, en fait, on a en France une situation de cercle vicieux et de blocage complet. C'est ce que je voulais illustrer par la figure de François Bayrou dans la situation de Mademoiselle Maniaka, figure artistique, figure de la comédie camerounaise des années 80. Donc, la France est devenue le pays de Maniaka, le pays des merveilles, eh bien, des merveilles stériles. Hein?
un pays bloqué, un pays labyrinthique. Ça a cuit. À Mona, ça a cuit, dirait-on à Abidjan. Ok. Maintenant, nous concluons cette affaire. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.